pétrole, il sera de plus en plus difficile à trouver. Le nucléaire classique pose le problème redoutable des déchets nucléaires. Alors la solution, c'est peut-être pour une énergie presque non polluante et quasi inépuisable, l'énergie des étoiles. Reportage de Sébastien Thuré. Il existe une source d'énergie dans l'univers incroyablement puissante que l'homme rêve d'apprivoiser, c'est l'énergie du Soleil, gigantesque boule de gaz composée principalement d'hydrogène. Dans son cœur, où règne une température de plus de 15 millions de degrés, la chaleur et la pression sont si importantes qu'elles cassent les atomes. Il n'y a plus qu'une soupe de noyaux et d'électrons qu'on appelle le plasma et qui engendre des milliards de réactions nucléaires. En voici une. Sous la pression, des noyaux d'hydrogène entrent en collision. Cette réaction, c'est la fusion. Elle donne au bout du compte des noyaux plus lourds d'hélium et elle dégage au passage une formidable énergie qui produit chaleur et lumière. Voilà pourquoi le Soleil brille depuis 5 milliards d'années. Reproduire les réactions nucléaires du cœur du Soleil, l'homme y est arrivé. Malheureusement, les premières fois, ce n'était pas à des fins pacifiques. Nous sommes le 31 octobre 1952 dans les îles Marshall. Les États-Unis se préparent à faire exploser la première bombe à fusion thermonucléaire. Il faut des semaines de préparation pour aménager les 3 îles sur lesquelles va se dérouler l'explosion. Les scientifiques ont conçu de gigantesques réservoirs d'hydrogène liquide et d'hélium qui vont servir à réaliser le processus de fusion. À quelques kilomètres, militaires et chercheurs s'apprêtent à suivre l'explosion, la plus puissante jamais réalisée par l'homme. Le compte à rebours est lancé. La bombe explose. Elle est 500 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. La boule de feu qu'elle crée mesure plus de 5 km. En 2 minutes, un immense nuage radioactif s'élève jusqu'à 12 000 mètres d'altitude, 2,5 fois la hauteur du Mont Blanc. Tout est détruit dans un rayon de 10 km. L'onde de choc se déplace à plus de 1000 km/h. Une seule de ces bombes suffirait à rayer Paris et une partie de sa banlieue de la carte de France. Cette formidable énergie, l'homme essaye aujourd'hui de l'apprivoiser à des fins pacifiques et sans produire de radioactivité. Nous sommes au commissariat à l'énergie atomique à Cadarache, près d'Aix-en-Provence. Dans ce lieu particulièrement protégé se trouve l'un des rares appareils au monde à pouvoir reproduire l'énergie dégagée par les bombes atomiques. Cet appareil s'appelle un tokamak, un nom russe qui signifie chambre magnétique. Le tokamak, c'est une sorte de bouée creuse, cachée derrière une forêt de câbles, d'appareils et de tubes, et dans laquelle on réalise la fusion, la même que celle des étoiles. Alors nous voilà devant le tokamak. Évidemment, le tokamak est très peu visible parce qu'il est entouré d'énormément d'appareillages, d'instruments, qui sont à la fois des instruments qui permettent de chauffer le plasma et qui permettent d'effectuer des mesures. Les physiciens effectuent de nombreuses mesures et c'est tout cet appareillage que vous voyez disposé autour de la machine. S'il y a tant d'instruments, c'est qu'ici on est encore au stade de l'expérimentation. Mais pour comprendre comment fonctionne un tokamak, il faut aller à l'intérieur du réacteur. Là où rentre cet ingénieur, se trouve normalement du gaz chauffé à plus de 100 millions de degrés. Vous avez regardé? Bon, finalement, cette inspection est plutôt encourageante. Oui, je voulais vous montrer. Ce que le Soleil fait avec la force gravitationnelle, c'est-à-dire cette boule de gaz, de plasma qui produit l'énergie solaire, finalement, qui est une énergie de fusion, nous essayons sur Terre d'en produire l'équivalent par du champ magnétique. Ce qui explique la forme en roue de bicyclette de cette machine. Les lois de la nature imposent la forme. Le champ magnétique ne permet pas la forme sphérique. Donc on est obligé de construire un dispositif qui a cette forme d'une sorte de chambre à air, si vous voulez, d'une chambre à air alors vide, cette fois-ci, dans laquelle on mettra le plasma. Pour reproduire l'énergie du Soleil, on chauffe dans cet anneau une variété d'hydrogène. Il faut le porter à plus de 100 millions de degrés pour qu'il devienne du plasma. C'est dans ce plasma, sous certaines conditions, que peuvent se produire les réactions de fusion. Le champ magnétique, lui, maintient le plasma à quelques centimètres des parois en carbone, car à 100 millions de degrés, s'il touche un des bords du tokamak, il le pulvérise instantanément avec tout ce qui se trouve autour. C'est pourquoi, avant chaque expérience, de gigantesques portes en béton enferment le réacteur, une précaution en cas d'explosion. Puis une trentaine d'ingénieurs contrôlent à distance l'opération. Préparation du choc dans 30 secondes. Après un compte à rebours, on lance le processus. Et voici ce qui se passe dans le réacteur. Regardez ces images, vous ne les verrez jamais ailleurs. Le nuage bleu, c'est du plasma. Pour en observer ailleurs, il faudrait aller au cœur du Soleil. Ce
Celui-ci est d'ailleurs 10 fois plus chaud que le plasma solaire, sa température entre 100 et 200 millions de degrés. Mais savoir faire un plasma très chaud comme ici à Cadarache, ça ne suffit pas. Il faut ensuite démarrer la réaction de fusion qui dégagera de l'énergie. Et ça, on le fait en Angleterre. Nous sommes à Oxford, au JET, le centre européen de recherche sur la fusion nucléaire. Ici, le tokamak est 5 fois plus gros qu'en France. Avec ses 20 mètres de haut, c'est le plus grand réacteur à fusion du monde. Mais la taille n'est pas la seule différence avec le tokamak français. Ici, on injecte dans le plasma une seconde variété d'hydrogène, du tritium radioactif. C'est avec ce mélange que l'on peut démarrer la réaction de fusion. Nous sommes à un moment crucial pour ces scientifiques. Cela fait 6 mois qu'ils le préparent. Ils vont tenter de réaliser la plus grande opération de fusion jamais réalisée sur Terre. Le plasma est tout d'abord chauffé, puis le processus de fusion est déclenché, et les scientifiques explosent de joie. C'est la première fois qu'ils réussissent à produire de l'énergie grâce à la fusion. Le tokamak a dégagé une puissance de 16 millions de watts, de quoi alimenter en électricité un village de 3000 personnes, mais seulement pendant 2 secondes. Pourtant, les espoirs sont énormes. L'énergie de fusion est inépuisable, son carburant c'est l'hydrogène, et l'hydrogène on le trouve dans l'eau. Demain, on va produire des quantités d'énergie phénoménales grâce à un simple verre d'eau. J'ai un verre d'eau qui représente à peu près 200 millilitres d'eau. L'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène, donc dans ce verre d'eau, j'ai l'équivalent d'une vingtaine de grammes d'hydrogène. Et on peut produire autant d'énergie avec ces 20 grammes d'hydrogène qu'avec 200 tonnes de charbon pour alimenter une ville de 100 000 habitants pendant une journée. Autre avantage par rapport aux centrales nucléaires classiques, ici, il y a très peu de déchets radioactifs. L'énergie sera disponible à volonté, elle sera non polluante et presque gratuite. Mais pour cela, il faudra attendre au moins 50 ans. Pour produire vraiment de l'électricité, on va construire un tokamak 15 fois plus volumineux que le JET, il s'appellera ITER. Au lieu de réaliser des réactions de fusion de 2 secondes, elles dureront un quart d'heure. ITER paraîtra gigantesque, 30 mètres de hauteur, un immeuble de 10 étages. Ce n'est donc que vers 2050 que la fusion nucléaire devrait être maîtrisée. Un vieux rêve de l'homme sera alors réalisé, produire de l'électricité à volonté. La Terre ne connaîtra plus de problèmes énergétiques, car l'homme aura apprivoisé l'énergie des étoiles. Imaginez, en 2050, une électricité abondante, économique, produite à partir de l'eau dans ces méga-centrales. Tout, le moindre nœud de geste se fera avec de l'électricité. Et puis là-dessus, il y aura peut-être une bonne tempête, comme celle que nous avons connue à Noël dernier, et nous serons plongés pendant 15 jours dans le noir. Je vous laisse imaginer les conséquences. Mais ce scénario arrivera-t-il réellement? Je vous rappelle que tous les futurologues sont toujours passés à côté de plein d'innovations majeures. L'exemple parfait en ce moment, c'est Internet. Personne ne l'avait vu venir. C'est pour ça que le futur restera toujours passionnant, il sera toujours inattendu. Merci d'avoir suivi cette émission. Toutes les informations complémentaires, vous les trouverez comme d'habitude sur le site de M6, www.m6.fr. Nous, on se retrouve dimanche à 20 h. Au revoir. De l'univers et bien sûr